Bonsoir à tous. Voilà, donc nous continuons cette étude de la lampe sur le chemin de l'éveil, ce, cet ouvrage d'instruction sur le chemin écrit par Atisha. Donc, nous avons vu d'abord la bodhicitta d'aspiration, donc comment prendre refuge, comment développer la bodhicitta, comment s'entraîner à la bodhicitta, c'est-à-dire comment définir et clarifier et donner de la force à notre motivation. Ensuite, nous avons commencé la bodhicitta de pratique, l'apprentissage de la bodhicitta de pratique et l'importance des vœux. Donc, ça va dans le sens aussi de l'engagement. Comment, à partir du moment où on a une aspiration, après, d'où va-t-on à partir de l'aspiration? C'est d'essayer de le mettre en pratique et de s'engager véritablement sur ce chemin. Et donc, l'importance de la discipline morale. Et donc, maintenant, nous en sommes à l'entraînement de l'esprit, donc dans la méditation, donc l'entraînement de l'esprit dans le shamatha. Nous avions commencé la dernière fois à regarder justement les facteurs qui vont contribuer et les facteurs qui font créer des obstacles à la méditation. Et maintenant, nous sommes arrivés autant que je sache, ma mémoire, je pense que nous sommes arrivés à la strophe 40, donc, qui permet de regarder plus en détail comment pratiquer le shamatha. Donc, la strophe 40 nous dit par conséquent, maintient les facteurs énoncés dans la monographie sur le samadhi. Donc, c'est les facteurs que l'on a vu la dernière fois. Et pose ton esprit sur un objet d'attention approprié et vertueux. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là? Donc là, beaucoup d'entre vous sont déjà familiers de ces différentes approches de la méditation. Donc le shamatha, le calme de l'esprit. Comment poser l'esprit? Comment faire en sorte que l'esprit se calme? Donc là, quand Ringo Toku est venu il y a un mois maintenant à peu près, il a parlé des 9 étapes de la méditation de shamatha, justement le calme, comment poser l'esprit. Et donc on a vu comment la première étape déjà, c'est de commencer à ralentir un peu le désordre intérieur. Je pense qu'on a tous eu cette expérience de s'arrêter et de s'asseoir, de se mettre en posture. Et tout d'un coup, c'est un déluge, c'est une cascade de pensées, une cascade d'émotions, un chaos total. Donc, c'est assez choquant parce que on ne se rend pas compte de ça dans notre vie, disons, quotidienne. On a l'impression d'avoir une sorte de contrôle sur notre esprit, quand même. Ce n'est que quand on s'assied et qu'on laisse l'esprit, qu'on essaye de poser l'esprit, qu'on se rend compte à quel point l'esprit est en fait dans un état de chaos et de confusion générale. Donc là, la première chose, évidemment, c'est de calmer, de poser l'esprit. Donc, ils offrent justement dans ce contexte, ils présentent le fait qu'il y a trois
trois façons hein, de poser l'esprit. Donc, qui dépendent justement de notre expérience. Hein. Donc, mais il est certain que tout d'abord, ils disent de se concentrer, disons, hein, de se focaliser, parce que justement, s'il y a ce mouvement, s'il y a cette cascade hein, de, de, de pensées, d'émotions, de visions, etc., c'est que l'esprit a besoin de se concentrer. Donc là, il parle de trois aspects de concentration. Il y a d'abord la concentration, ce qu'ils appellent la concentration impure. Ensuite, la deuxième, la concentration pure, hein, le focus pur. Et ensuite, une pratique qui est sans focus du tout. Hein, donc, qui est pour les personnes plus avancées, évidemment. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'ils entendent par un focus, une base de focus impur? C'est par exemple la pratique basique d'avoir un caillou hein, sur la table, un galet, ou un morceau de bois. Donc, c'est ce qu'ils appellent disons un focus impur. Donc, il est dit que c'est préférable d'avoir un galet, par exemple, qui n'est pas trop gros, hein, qui est lisse, donc qui ne va pas accrocher le regard. Hein. Ce point focal n'est pas là pour que qu'on s'y intéresse en tant que tel. Hein. C'est juste une base de concentration. Hein. Donc, une base pour notre concentration. Donc, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop attirant hein, et de trop vivant, de trop oui, agité, qui va en fait nous distraire. Donc, ce serait aller à l'encontre de ce qu'on essaye de faire. Donc, un galet assez lisse, plutôt sombre, ils disent, hein, sombre, hein, soit marron ou noir même, hein, ou alors un bout de bois, là aussi un bout de bois qui ne soit pas trop long, hein, à peu près de cette longueur-là, quoi, à peu près, et qui n'a pas trop non plus de dessin hein, ou de forme bizarre, hein, quelque chose de très simple, hein, très basique. Donc, ce sont disons, les objets que l'on emploie au début pour commencer à euh, calmer l'esprit, hein, poser l'esprit. Donc, quand il parle ensuite, il parle de pur. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un focus pur? C'est, par exemple, il donne cette méthode hein, d'avoir un miroir devant soi, disons, d'avoir un miroir sur le côté, pas devant soi, parce que là, on serait trop distrait là du coup. Mais c'est d'avoir le miroir sur le côté qui reflète hein, une bougie. On met une bougie au niveau de l'épaule, à peu près ici, et la bougie se reflète dans le miroir qui est là devant. Donc c'est aussi une manière de concentrer l'esprit, mais en même temps de ne pas de prendre conscience que ce que l'on est en train de regarder n'est pas tangible. Hein, c'est une image. Donc là aussi, dans cette rubrique d'un focus qui soit pur, il y a l'image du Bouddha, par exemple, hein, l'image du Bouddha ou l'image des divinités, hein, parce elles ne sont pas tangibles, elles ne sont pas solides. Donc, il est dit que c'est une bonne approche dans le sens où déjà ça nous permet de nous relier au fait que les perceptions ne sont pas véritablement solides. Hein, nos perceptions ne sont. Donc, euh,
Donc la troisième étape, c'est de ne pas avoir de point focal du tout. Quand l'esprit est suffisamment stable, il n'y a plus besoin euh, de fixer quelque chose. Mais pour le moment, pour nous, notre esprit est constamment en train de saisir quelque chose. Donc, c'est essayer de poser l'esprit pour qu'il ne parte pas dans tous les sens. Hein. Donc, vous voyez, dans la première étape justement du shamatha, hein, on montre que l'esprit est comme c'est cet éléphant, hein, et qui est mené par la trompe, littéralement, par un singe. Hein. Et donc, c'est cet esprit singe qui emmène à toute allure notre esprit vers une chose ou une autre, hein, constamment. Donc, c'est comment, et nous, on est derrière en train de courir après, hein, on est en train de courir après notre esprit. Donc, c'est le fait d'avoir un point focal nous aide à ralentir ce rythme de l'esprit. Hein. Donc, revenir encore et encore. Donc là, ce qui est aussi considéré comme, et ça, la plupart d'entre vous, vous en êtes familier, hein, c'est la respiration. La respiration, c'est aussi un point focal qui est pur dans le sens où il n'est pas tangible non plus. Hein. Et il permet aussi euh, d'habituer l'esprit à rester posé, à rester calme dans le mouvement parce qu'il y a ce mouvement constant hein, de la respiration, mais ça permet aussi d'habituer l'esprit à ne pas être perturbé par le mouvement. Donc là évidemment, c'est aussi pour nous habituer au fait que ce n'est pas l'objet, le focus lui-même qui est le but. Le but, c'est l'esprit lui-même. Euh, c'est découvrir comment l'esprit perçoit les choses. Euh, Parce qu'en fait, l'objet la manière de percevoir l'objet peut être différente. Hein. Comme on dit, par exemple, un même individu, par exemple, hein, si on se fixe sur un individu peut être aussi bien un frère, un père, un ennemi, un ami, quelqu'un de neutre, suivant la personne. Hein. Donc c'est pas l'objet lui-même qui est important, c'est comment on le perçoit. Quel est le mécanisme de perception? Donc la, 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 autrement si on reste justement dans une dans une sorte d'habitude ou d'engrenage euh, de routine, disons, hein, euh, on risque de stagner. Hein, notre esprit va stagner. Donc, il est important donc d'essayer d'être plus conscient encore et encore de la manière dont l'esprit perçoit. Donc, ce que l'on a euh, comment savoir justement hein, si notre méditation est correcte. Hein. Euh, c'est c'est euh, c'est très ce n'est pas évident. Hein, mais ce qui vraiment va faire la différence, c'est si l'on est dans une sorte de recherche. Hein, c'est la recherche qui va faire la différence. Est-ce qu'on est simplement dans une attitude de repos ou est-ce qu'on est dans une attitude de recherche? La méditation sera différente suivant justement cette intention. Hein. Mais donc, il faut d'abord poser l'esprit.
Donc ensuite, dans la strophe 41, il parle les bienfaits de la méditation. Donc, quand le pratiquant actualise le shamatha, il parvient également à la clairvoyance, mais sans entraînement à la prajna transcendante, les obscurcissements ne peuvent être éliminés. Donc là maintenant, euh, donc on a vu la dernière fois les différents types de clairvoyance qui peuvent se développer par le shamatha. Mais ils montrent aussi là les limites hein, de cette clairvoyance. Hein. Parce que justement, la Atisha, c'est aussi le maître du Lojong, hein, c'est le maître de l'entraînement de l'esprit. Dans quel but? Dans le but d'aider les autres, hein, d'être là pour les autres et d'être utile aux autres. Donc, euh, c'est l'intention justement de poser l'esprit, de calmer l'esprit par le shamatha, c'est pour avoir la clarté, hein, pour avoir la clarté, hein, pour comprendre cet esprit, pour comprendre la nature même de cet esprit. Mais que cette clarté, ce n'est pas simplement, elle n'est pas une fin en soi, hein, mais elle va nous donner la possibilité d'être plus utile pour les autres. Donc, avoir l'esprit calme en tant que tel, c'est bien, mais ce n'est pas, ça, c'est un intérêt moindre, disons. L'intérêt pour nous en tant que pratiquants, c'est que ce calme de l'esprit soit nous donne cette capacité hein, d'être plus utile aux autres. Donc, on a vu précédemment l'importance de la discipline hein, morale, le tsuchim, hein, l'éthique. Hein, donc, et cette discipline morale est absolument essentielle c'est ce qui apporte les conditions pour calmer l'esprit. Donc, euh, si on veut euh, si on est véritablement avec cette intention justement d'éveil pour nous-mêmes et pour les autres, euh, c'est important de se rendre compte que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons va faire la différence, justement, va être la condition nécessaire pour que l'esprit soit calmé. Et ensuite, donc, l'esprit, quand il est posé, c'est la condition qui va nous permettre d'étudier l'esprit. Donc, d'abord, cet aspect de comportement, disons, vertueux, dire, qui va permettre de calmer l'esprit. Et une fois que l'esprit est calmé, là, on peut l'étudier. Et donc, c'est à partir du moment où on a cette capacité d'étudier l'esprit que l'on peut arriver à comprendre et à réaliser la nature même des choses, hein, des phénomènes. Donc, c'est un cheminement. Hein. Donc, c'est important de se souvenir de ça. Hein. Quand on commence à perdre le fil, à perdre la perspective, à tomber encore dans la confusion, c'est de véritablement euh, s'asseoir, ne pas paniquer et reprendre les choses du début, hein, revenir à quelles sont les causes pour notre confusion, quelles sont les causes pour notre agitation. Hein. Et souvent, c'est relié à un manque de discipline, quelque part. Hein. Donc, c'est à nous aussi de revoir notre manière
d'être, notre manière de se comporter, notre manière de juger, de critiquer, notre esprit négatif en fait, quoi, hein. Et là, on revient encore et toujours sur l'accumulation de mérite, hein, ce qu'ils appellent l'accumulation de mérite, c'est-à-dire comment développer et toujours favoriser des actions positives. Ouais. Donc souvent, c'est intéressant aussi de voir dans quelle mesure, là qu'on n'est pas dans un jugement ou dans le blâme, hein, il faut faire attention, hein, je dis souvent ça, mais on n'est pas là pour se blâmer ou se juger d'une manière sévère, hein. On est là pour apprendre comment on fonctionne, hein. On est là pour être plus conscient. Donc, faire un peu des retours en arrière pour être conscient de la cause de notre confusion. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre esprit est totalement agité, totalement hors contrôle, quoi, hein. Donc, c'est de revenir et de voir dans quelle mesure aussi nos jugements, notre mal-être par rapport à telle ou telle expérience ou telle personne nous a créé des vagues, hein, a fait des vagues, hein, dans notre esprit. Et euh, donc c'est petit à petit, c'est de comprendre qu'il y a une relation directe entre nos jugements, notre esprit négatif et notre agitation mentale. Et de là, le fait d'être dans l'agitation mentale fait que il nous est impossible de, 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 disons, de sortir, hein, de notre de notre mental habituel, de nos habitudes, de nos élucubrations, de nos élaborations. On est pris dans l'engrenage, quoi, et on reste dans l'engrenage. Donc là, à la base, c'est vraiment de faire plus attention, hein. C'est ça aussi la vigilance, hein, la mindfulness, là. C'est de voir à temps, d'essayer de comprendre à temps comment notre esprit négatif a un impact sur le calme de l'esprit, un impact sur notre état de confusion, hein, et d'agitation. Et là, je le répète encore, hein, c'est pas une question de se blâmer, pas une question de s'enfoncer, hein, au contraire, hein. On est là pour être plus vigilant, c'est tout. Donc, mieux voir, hein, les causes, hein, de notre, des remous, hein, des remous en nous. Donc, évidemment, la discipline morale, hein, la discipline, l'éthique, tout ça, c'est relié avec le monde extérieur et c'est acquise, elle est acquise, hein, du monde extérieur. Et là, mais l'apprentissage de la connaissance, hein, de notre esprit, ça va venir de l'intérieur. Donc, on part disons là, disons, on part de quelque chose que l'on connaît, qui est facile d'accès, hein. C'était tout de même relativement facile de voir dans quelle mesure nous sommes positifs ou négatifs, hein. Et petit à petit, ça va nous amener aussi à mieux voir la manière dont ça affecte notre esprit. Et là, c'est là que le chemin devient vraiment intérieur, hein. Et c'est là que l'on peut approfondir vraiment et arriver à comprendre la nature même de notre esprit. Donc c'est intéressant et tout le monde peut le faire. On a tous cette capacité. Donc c'est important, hein. Ils le disent, à Tisha, ils me disent que l'apprentissage de la conduite, hein, de la conduite morale, de la discipline, si cet apprentissage est défectueux, hein, l'apprentissage de l'esprit sera aussi défectueux, hein. Et en conséquence, il n'y aura pas véritablement d'apprentissage de la sagesse, hein, ou du shirab, de la connaissance. Donc c'est important de se souvenir de ça, hein. On a tendance parfois à sauter
en se disant que ça c'est pas tout à c'est pas nécessaire, mais et il montre bien qu'il y a un lien indirect entre notre comportement et notre compte à l'extérieur de nous-mêmes et l'impact intérieur et l'agitation mentale. Donc et donc là, on voit, par exemple, là aussi, que chaque étape est plus subtile, hein. On commence avec notre comportement, hein, avec nous-mêmes et avec les autres. Et puis petit à petit, on entre en nous-mêmes et on va dans quelque chose de plus subtil, hein. Euh, donc, là, comme l'enseigne le répète souvent, Drupal Rinpoche, hein, le dharma, c'est pas académique, hein, c'est pas que des mots, hein, c'est une expérience. Il s'agit en fait de comprendre notre propre esprit. C'est pas une connaissance du monde extérieur, mais c'est une connaissance de notre esprit et comment il fonctionne. Donc, il nous mettait en garde aussi de ne pas construire notre méditation, hein, ne pas justement ce qu'on essaye de faire en fait, et ça c'est ce que l'on voit aussi dans un contexte de retraite, c'est que toutes les pratiques que nous faisons sont là pour plutôt pour démanteler, hein, toutes les constructions qu'on a pu élaborer au cours du temps, hein. Ouais, et de faire attention aussi même aux constructions qu'on peut élaborer par rapport à la méditation elle-même. Donc, pour éviter ça, c'est pas de lire plus de livres, hein, parce qu'en fait, si on lit plus de livres, on est encore en train de mettre plus de briques à notre élaboration, en fait. Mais c'est plutôt de regarder notre esprit, d'être plus disons, en relation, en connexion avec nous-mêmes, et avec ce qui se passe en nous, hein. Parce que là, on approche maintenant, on est dans la section de ce texte, hein, où Atisha introduit, hein, l'importance de la sagesse, hein, la sagesse transcendante. Et donc ça c'est le Shirap, hein, en tibétain, hein, et Prajna en sanskrit. Et donc cette paramita, hein, cette perfection, la perfection de la sagesse, euh, ça ne va pas. C'est justement ce qui va nous permettre de réaliser la vacuité, hein, des phénomènes et la vacuité de l'esprit. Et mettre en garde justement de ne euh, pas construire, de ne pas élaborer la vacuité. Parce que c'est le contraire ça fait l'effet contraire de ce que l'on essaye de découvrir, hein. Donc, euh, faire attention de ne pas euh, intellectualiser, en fait, hein, euh, la, le dharma. Et oui, là, en retraite, on se rend bien compte que tout ce que nous faisons, même quand vous entrez, vous commencez à pratiquer le Nandro, hein, les préliminaires, vous vous rendez compte que c'est un démantèlement, en fait, hein. C'est un démantèlement de toutes les constructions mentales et émotionnelles que l'on a accumulées au cours du temps, hein. Euh, euh, c'est le dharma est là comme on l'a souvent déjà vu, c'est pour nous mettre à nu, hein, pour être à nu, hein, pour sortir de toutes les élaborations qu'on peut faire, les constructions que l'on peut euh, mettre en place, hein. Donc, donc et la,
au centre même, au cœur même de cette aspiration. Hein. Il y a l'esprit, et notre esprit, on n'en a qu'un en fait. Donc, dans le contexte du Dharma, l'esprit, il est impur ou pur, mais c'est le même esprit. Donc, il est impur simplement parce il est confus. Mais ce n'est pas un autre esprit qui va être pur. C'est le même esprit. Donc, il n'y a rien à changer, en fait. Il n'y a rien à changer. Il y a simplement à clarifier, à purifier cet esprit. Donc, et qu'est-ce qui rend l'esprit confus? Qu'est-ce qui rend l'esprit justement obscurci? Hein, c'est les émotions négatives, et aussi les croyances, hein, toutes les croyances qu'on peut avoir sur la réalité des choses. Et donc là, c'est là que entre l'importance de Shirap, hein, de la connaissance transcendante. Maintenant, les traducteurs préfèrent utiliser le mot connaissance. Avant, on disait la sagesse. Hein, la sagesse. Donc, on trouve encore les deux mots hein, en français pour Shirap. Hein. Mais donc, la sagesse transcendante ou la connaissance transcendante. Donc ça, il aborde ça dans la strophe 42. Par conséquent, pour abandonner tous les obscurcissements émotionnels et cognitifs, sans exception, médite continuellement sur la pratique de la perfection de sagesse associée aux moyens habiles. Donc là, comme vous le savez sans doute, la plupart d'entre vous, hein, la prajna paramita, hein, la perfection de la sagesse, c'est la dernière des paramitas. Hein. Donc il y a 6 paramitas. Hein, vous vous souvenez? Ok. Euh, donc il y a la générosité. Donc ce sont disons c'est le chemin du bodhisattva. Hein. Sur le chemin du bodhisattva, on parle de 6 perfections, de 6 vertus qui vont aider sur le chemin, hein, qui vont nous permettre de nous éveiller. Donc la première c'est la générosité. Après la discipline, la discipline morale, l'éthique, la patience, euh, la diligence, hein, hein, la concentration méditative et la sagesse. Hein. Donc, c'est les 6 paramitas. Donc, là, quand Atisha parle justement des obscurcissements émotionnels et cognitifs, c'est ce que l'on appelle, oui, les deux obscurations. Hein, en tibétain, dans les textes, parfois, on met simplement les deux obscurcissements ou les 2 obscurations. Et donc, tout le monde est supposé savoir ce que ça veut dire. Hein. Donc, la première, c'est les kleshas, hein, les, les obscurcissements qui viennent des émotions négatives. Et donc, et ces émotions négatives, donc, hein, les kleshas, hein, que ce soit la colère, le désir, la jalousie, la paresse mentale, l'orgueil, ce sont des émotions négatives qui ne peuvent être là que parce qu'il y a un attachement hein, à soi, à moi. Hein, c'est la cause, hein, la, la racine même hein, de ces émotions. Donc si on regarde bien
s'il n'y avait pas cet attachement à moi, hein, et l'importance de moi, il n'y aurait pas de raison, hein, de se mettre dans des états émotionnels de cette manière, hein, et négative. Donc, euh, donc ça c'est les obscurcissements, hein, émotionnels, et ils nous empêchent. Ils disent que c'est absolument impossible de sortir, de se libérer du samsara. Donc ces émotions sont là. Donc euh, le samsara, qu'est-ce que c'est que le samsara en fin de compte? Le samsara, c'est la confusion mentale et émotionnelle. Donc, tant qu'il y a justement ces émotions négatives, il n'y a pas possibilité de. C'est elle qui crée en fait, hein, le samsara. Et donc, revenir justement à la base de ça, c'est revenir à cet attachement, hein, à moi. Hein. Donc, sortir de cette croyance dans l'existence en fait d'une entité personnelle. Donc ça, c'est ça la première obscuration, hein, ou le premier obscurcissement. Et le deuxième, c'est cette croyance dans l'existence d'une entité des phénomènes. Donc c'est l'obscurcissement cognitif, on appelle ça. C'est la saisie de la réalité des phénomènes. C'est de croire à la solidité des choses, du monde extérieur. Donc c'est croire dans le soi des phénomènes. Donc il y a donc la croyance dans le soi de moi, hein, le soi du moi, le soi individuel, et la croyance dans le soi des phénomènes. Donc c'est ça les deux obscurations. Donc souvent dans les textes où on voit ça, comment se libérer des deux obscurcissements ou des deux, et c'est de ça que l'on parle. Donc comment sortir de ces deux obscurations. Donc c'est par des méthodes. Hein. Donc les méthodes, c'est par exemple, c'est justement les paramitas. Hein. La générosité, la discipline, la diligence, la patience et la concentration méditative. Mais justement, si elles n'ont pas cet aspect de sagesse qui vient avec la shirap, hein, la sagesse transcendante, hein, et elles ne pourront pas amener à un éveil, elles ne pourront pas amener une véritable réalisation. Elles restent en deçà de ça. Il y a énormément de personnes qui peuvent avoir de la patience, qui peuvent avoir de la générosité, qui sont disciplinées dans leur comportement. Hein, tout ça, et c'est bien. Mais sans la présence de la sagesse, hein, du Shira, il n'y aura pas véritablement il n'y aura pas de réalisation. Pardon? Le téléphone ne met pas là. Donc, en tibétain, les moyens, justement les moyens habiles, hein, on appelle ça les moyens habiles ou les méthodes, hein, c'est tap en tibétain, tap, et la sagesse transcendante, c'est shira. Hein. C'est en sanskrit, c'est upaya, hein, les méthodes, et prajna, la sagesse. Tap, les moyens. Tap. Tap. T-H-A-B-S. Tap. Tap et shirap. C'est les deux. Tap, shirap. Donc, mais évidemment, c'est pour nous, si on essaye d'aller directement à cet aspect de shirap, de vacuité, hein, sans préparation, disons, hein, on risque
de s'égarer, en fait. Hein. On risque même parfois de paniquer ou de devenir nihiliste. Hein. Donc, il faut toujours aussi, c'est ce qu'il élabore dans les strophes suivantes. Donc, mais c'est important de travailler justement avec la générosité, la patience, la diligence, etc. Pour accéder, pour revoir et accéder à la sagesse. Donc on va voir ça plus en détail. Mais Shantideva, il y a une citation de Shantideva qui dit que la vacuité, c'est le remède aux ténèbres des obscurations émotionnelles et cognitives. Donc c'est la Shera, hein, c'est la sagesse transcendante qui va permettre de sortir véritablement. Donc les autres paramitas sont une manière sont des méthodes pour aider à ça, pour aider à accéder à à cette, à cette vacuité. Mais c'est la vacuité elle-même qui va être le remède hein, à ces deux obscurations. Le fait de comprendre et de réaliser que tout est illusoire, en fait. Non. Mais donc, la strophe suivante, 43, sagesse dénuée de moyens habiles dépourvus de sagesse, voilà deux pièges, dit-on. Ainsi ne rejette ni l'une ni les autres. Ça, je trouve que pour moi, c'est extrêmement important. C'est une clé pour nous en tant que méditants. Comment justement ne pas tomber dans le nihilisme et comment ne pas faire justement de différence hein, entre vacuité et apparence. Alors il y a l'apparence d'un côté, hein, il y a les formes d'un côté et il y a la vacuité de l'autre. Et on fait dans notre tête, on fait une séparation. Et c'est une grosse erreur. Et ça nous crée c'est encore plus de confusion en fait. Hein, donc, il est important justement et nécessaire de s'entraîner à l'union hein, du TAP et du SHIRAP, hein, à l'union des méthodes et de la sagesse. Hein. Donc, ce vers quoi on tend, c'est la fusion justement hein, des méthodes et de la sagesse. Donc, il dit que le dharma, en fait, il englobe tout. Hein, il ne fait pas de différence. Il ne fait pas. Disons que dans l'étude, on différencie hein, les choses pour montrer différents aspects. Hein, pour être capable d'aller plus en profondeur, on fait des distinctions entre euh, Tap et Sherab, par exemple. Mais euh, en réalité, il n'y a pas de différence. Hein. En réalité, ce sont deux aspects de la même chose. Hein. Donc, il donne comme exemple, par exemple, l'or, hein, le métal, hein, l'or, ils disent qu'il a trois qualités. Il a la couleur, il a son poids et il a son immutabilité. Hein, mais que ces qualités-là sont inséparables. Hein. Elles forment un tout, elles ne sont pas séparées. On en parle séparément, hein, mais quand on a de l'or en main, ces trois aspects sont là en même temps. Hein. Donc, pour nous, dans le Dharma, c'est la même chose. C'est quand on parle de tap, ça inclut automatiquement Sherab. Et quand on parle de Sherab, ça inclut le tap, c'est la méthode. Donc, il faut faire attention de ne pas créer des séparations là où il n'y en a pas. Et, donc,
et de faire attention qu'on ne s'accroche pas à des concepts, hein. Ce qu'il y a, c'est que cette réalisation, hein, cette fusion même, hein, ils appellent ça en tibétain Zunjuk, Zunjuk, la fusion, hein, du tap et du sherab. La, la, la réaliser véritablement, c'est très élevé, hein, c'est vraiment une réalisation. Donc, c'est au-delà des concepts. Donc, euh, mais il est important à notre niveau déjà de faire attention, de pas solidifier, de pas d'être conscient de ça, d'être conscient de pas tomber dans le piège. Justement, il appelle ça un piège, hein, de de faire. Il y a la sagesse d'un côté et les méthodes de l'autre, hein, mais de garder toujours dans l'esprit à l'esprit que ces deux aspects n'en font qu'un. C'est vraiment important parce que on peut se retarder vraiment avec ça. On peut créer plus de confusion et rester coincé avec ça pendant longtemps. Donc, donc quand on parle de share-up ou de top, hein, ce sont des deux aspects qui ne s'excluent pas, hein, ils s'annulent pas l'un l'autre, hein, et ils se complètent, ils sont un, en fait, ils sont un. Donc, euh, Donc là, comment faire dans notre quotidien justement pour comprendre ça? Donc, euh, par exemple, ce que l'on peut faire, c'est prendre, il donne souvent des exemples sur la générosité parce que c'est la première des paramitas, et il donne comme exemple justement euh, que disons, la générosité sera vraiment une paramita quand elle sera imbue de sagesse, hein, quand elle sera imbue de prajna. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la générosité, ça sera véritablement une perfection quand il n'y a plus de différence entre la personne qui donne, la personne qui reçoit et l'objet de la générosité, hein, l'objet donné, hein, offert. Et ça, c'est quand la générosité est totalement imbue de prajna, hein, de sagesse. Donc, on n'en est pas là. Et donc, il faut aller vers ça. Donc, aller vers ça veut dire, déjà, on peut faire ça par analyse, par exemple, quand euh, on a un élan de générosité. Donc, qui est moi, c'est quoi? Hein. Moi, c'est quoi? C'est, alors, c'est des agrégats, c'est donc de revenir sur l'analyse du moi. Qui est-ce qui donne? La même chose, qui est-ce qui reçoit? Quel est l'objet? Quelle est la nature de ce qui est offert? Donc, en faisant par l'analyse, on peut aussi essayer de démanteler un petit peu la solidité de la chose. Euh, et on peut faire ça avec aussi la discipline morale, hein, faire ça avec la patience, etc. Donc de voir quand on se retrouve dans des situations où l'une ou l'autre de ces vertus, disons, de ces comportements se présente, essayer de, de voir dans quelle mesure il y a saisie, en fait. Ce sont des opportunités pour être plus conscient de la saisie du moi, hein. Moi, je donne à un tel. Et, donc, tout ce processus euh, euh, qui, en fait, euh, une générosité justement mondaine euh, peut faire que ça renforce encore l'idée du moi plutôt que de la réduire. Donc là, si nous sommes sur ce chemin de découverte et de libération, toutes ces qualités, elles doivent être petit à petit
de plus en plus imbu de Shira. Hein. Donc, essayer de petit à petit de démanteler justement tout sens d'ego, hein, égotique, hein, de réduire petit à petit la saisie égotique d'une situation donnée. Donc c'est dans ce sens-là que c'est intéressant parce que on est constamment confronté à des situations qui nous, qui nous encouragent, hein, quand même à être généreux, à être patient, à être diligent. Hein, donc c'est à nous de remarquer dans quelle mesure est-ce que ces attitudes vertueuses, hein, en fait positives, est-ce qu'elles nous aident à lâcher l'ego ou est-ce qu'elles les renforcent, hein? Comme on voit quelquefois des personnes qui sont très fières de leur discipline, par exemple, hein, ou, voilà, etc. Donc c'est une investigation en fait, hein. C'est un moyen c'est une recherche, hein, continuelle, hein, puisque c'est ça, on est là pour ça, hein. Donc donc c'est là qu'on voit aussi que les méthodes, donc c'est paramita, hein, et aussi tout ce que l'on peut faire, hein, comme revoir les quatre pensées préliminaires, par exemple ce qu'on appelle les quatre pensées préliminaires, mais enfin la précieuse vie humaine, l'impermanence, l'interdépendance, le karma, les émotions négatives, comme on a. Donc tout ça, ce sont des objets, hein, c'est vraiment il y a de quoi faire là. Justement, il y a de quoi faire, il y a du matériel là pour nous aider, hein. Ça fait partie des méthodes. Les prosternations, la pratique, le mantra de 100 syllabes, le mandala, le guru yoga, tout ça, ce sont des méthodes. Pratique de Chenrezi, de Tara, ce sont des méthodes. Donc, toutes les méthodes en fait. Tout ce que l'on pratique dans le Dharma, ce sont des méthodes. Et en fait, le Sherpa, ça va être la connaissance imprègne, hein, qui imprègne ces méthodes, qui incorpore ces méthodes. Donc c'est dans quelle mesure justement euh, nous, 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 nous avons cette motivation que les méthodes que nous utilisons sont là pour démanteler toutes nos croyances et pas pour en créer d'autres. Ça, c'est vraiment important, hein, parce qu'on peut aussi euh, commencer à élaborer, hein. On peut se dire qu'on a lâché le matériel, hein, on renonce à, à nos habitudes matérielles, mais on peut très bien transférer ça dans le spirituel, hein, et recréer et reconstruire tout un bazar, hein, euh, sans s'en rendre compte, en croyant bien faire en plus. C'est ça qui est terrible, hein. Donc, c'est important, il faut faire attention à ça, hein. Donc, ensuite, on arrive à la strophe 44. Pour éradiquer les doutes concernant ce que sont la prajna et les moyens habiles, prenons un moment pour clarifier ce qui les distingue. La perfection de sagesse mise à part, toutes les qualités vertueuses que sont la générosité et ainsi de suite sont des moyens habiles, expliqua le vainqueur. Donc c'est un peu euh, ce que je disais déjà, hein, là, donc là, euh, donc toutes les qualités positives, vertueuses, les cinq paramitas sont des moyens, sont des méthodes. Et la, la, le Sherab, hein, et c'est l'aspect, quelle est la nature même, hein.
la qualité de la générosité, la qualité de la patience, de la bienveillance, la compassion, hein, euh, est aussi un moyen, hein, une méthode. Donc, donc il est dit aussi, donc nous avons ce rapport avec le monde extérieur qui nous aide aussi, qui nous sert de méthode. Donc on peut dire aussi que notre rapport au monde, le monde qui nous entoure, tout est une opportunité, hein, de méthode, hein, de connaître, de, mais et ça va aussi nous permettre de développer la sagesse. Mais donc, dans le contexte de la méditation en tant que telle, hein, les pensées eux-mêmes, hein, les pensées elles-mêmes, les pensées sont une richesse pour nous. Donc, euh, c'est une richesse. Pourquoi? Parce que elles nous permettent aussi, quand elles se présentent à l'esprit, donc elles nous permettent de travailler justement sur le Shira. Qu'est-ce qu'une pensée? Quelle est sa nature? Donc, c'est aussi un moyen. Les pensées deviennent des moyens, des méthodes. Donc, ce n'est pas nécessairement, comme on l'entend quelquefois, qu'on doit absolument être sans pensée, hein. Tout dépend de notre attitude, hein. Les pensées peuvent être un vrai calvaire, hein, ou une catastrophe, mais comme elles peuvent être aussi un asset, une occasion, une opportunité de développer la sagesse, hein, la connaissance. Donc c'est à nous de savoir faire la différence, hein. Donc, et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment notre aspiration, notre motivation, hein, quel est notre regard, hein, où est-ce que l'on met notre importance, l'importance que l'on donne aux choses, hein. Quelle est euh, notre priorité, on peut dire, hein. Donc, c'est intéressant aussi de voir que si l'on considère les pensées comme des outils vers la réalisation de la sagesse, elles perdent à ce moment-là de leur force, d'une certaine manière. Elles ne sont plus toutes puissantes. Elles sont des outils, c'est plus la même chose. Et déjà, euh, on a cette possibilité d'être beaucoup moins assujetti à elle. Parce qu'en fait, pour le moment, c'est nos pensées qui nous mènent par le nez, hein, par le bout du nez. Comme l'éléphant, hein, par la trompe, hein. On est un peu dans ce cas de figure. Donc, petit à petit, c'est de lâcher de calmer le singe, hein, de dire au singe de marcher derrière, hein, d'arrêter de nous tirer dans tous les sens, hein, et de, et de pouvoir apprécier véritablement ce qui se passe en nous sans nous laisser complètement manipuler. Donc ensuite, donc la strophe 46, quiconque médite sur la sagesse atteindra promptement l'éveil. En cultivant les moyens habiles, à elle seule, la méditation sur l'inexistence du soi ne suffit pas. Ça, c'est aussi intéressant parce que il met en garde là justement à ces états de méditation très élevés, mais qui restent dans le monde du samsara, qui restent encore dans le monde de la confusion, en fait. Sont des différentes aspects de méditation très élevés, hein, de dhyana, où justement il n'y a plus
il n'y a plus d'attachement aux formes, hein. On arrive à un état de non-soi, mais cet état de non-soi ne va pas être très utile. Ça peut devenir ça peut devenir un cul-de-sac, hein, une sorte de voie de garage. Donc c'est considéré comme les états divins, hein, les plus élevés, hein. C'est le monde des dieux euh, dans ce qu'il a de plus subtil. Dhyana, ouais, les dhyana. Des méditations, il y a différentes étapes de méditation où on arrive à des états très subtils, hein, euh, et donc, ce que nous conseille justement Atisha, c'est d'avoir la méthode et la sagesse en union, hein, euh, de ne pas abandonner les moyens pour la sagesse, que la sagesse seule, hein, à elle seule, ne suffit pas pour arriver à l'éveil, à la libération totale. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est utiliser justement les vertus, les paramitas, générosité et discipline, etc., sans sagesse. Ça peut devenir, ça peut devenir, disons, une source euh, d'ang- de, ça peut faire l'effet inverse, hein, ça peut être destructeur, en fait, ça peut être un véritable sabotage, mais avoir la sagesse sans les méthodes, ça peut aussi manquer ça peut nous amener au nihilisme, en fait, hein, une sorte de néant, hein, qui nous empêche d'être utile aux autres. Ben, vas-y, tu peux poser la question, si tu veux. Réaliser le soi, ça peut être un bloc, ça peut, je ne sais plus comment tu as dit, mais c'est un blocage, C'est limité, quoi. Oui, que ça peut être une voie ça peut rester, on peut, c'est pas moi qui le dis, hein, moi je suis incapable de le dire, hein, mais ils mettent en garde parce que ça peut devenir un état, si tu veux, où il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, et tu ne peux pas être utile à qui que ce soit dans cet état-là. Quand cette réalisation un état de non-soi sans, disons, il parle d'état où on peut rester pendant des siècles, tu vois, disons, on est dans une sorte de no man's land, quoi, tu vois. on réalise le soi, forcément, il y a Oui, là, c'est parce que s'il y a le non-soi et qu'il y a compassion, c'est parce que justement, il y a véritablement cette fusion ou cette union entre la méthode et la sagesse. C'est ça que Atisha nous conseille de développer. Que c'est là véritablement qu'il y a une, où l'un et l'autre se renforcent et créent la possibilité d'éveil. ça correspond un peu au monde des dieux et tout ça. Oui, c'est ça. Autrement, on se retrouve dans le monde des dieux, un monde très très subtil, hein, très 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 élevé, mais où on est un peu coincé quelque part, hein. C'est la façon dont il le décrit. Donc là, c'est pour ça l'importance justement de cette union, hein, des méthodes et de la sagesse. C'est ce que représente dans
l'arbre de refuge, le geste de Dodjidjian, hein, Vajradhara, il a les mains comme ça qui enveloppent, accueillent, mais et qui embrasse la vacuité en fait, hein, qui embrasse avec mais qui tient la cloche et le dodje et en parfait équilibre. C'est ça, ce mudra, c'est vraiment le mudra de l'union justement des moyens habiles et de la sagesse. La cloche représente la sagesse, hein, et le dodje représente les moyens habiles. Donc c'est ça, hein, la vacuité, la compassion. Ouais. Mais justement, cet aspect, c'est là le symbole du Bouddha, hein, de l'esprit éveillé, où justement ces deux aspects sont totalement en union, équilibre. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment important, parce que notre esprit a tendance à, à, à distinguer les choses, mais à séparer. Hein, le concept, en fait, sépare les choses. C'est ça le problème, les concepts. C'est pour ça qu'en fait, la réalisation, toute réalisation est hors concept. Elle n'est pas exprimable, en fait. On ne peut pas en parler. Mais dès qu'on commence à parler, on conceptualise, donc on sépare. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas oui, être conscient de ça. Hein. Donc, évidemment, quand on parle, on est bien obligé d'utiliser des concepts, mais toujours avec euh, disons, cette conscience, hein, que ce n'est que, c'est pour simplement être compris, mais ce n'est pas, ultimement, n'est pas vraiment comme ça, quoi. La réalité ultime n'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas de séparation. Donc c'est ça aussi, euh, ce, 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 ce geste d'union. En fait, yoga, ça veut dire ça. Hein. Yoga veut dire union. Donc c'est comment euh, garder cette intention d'union en nous. Euh, Et puis, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est que ça change. Ça. Oui, ce n'est pas que, je dis au Zuma, oui, c'est une réflexion, une interjection. Ce n'est pas qu'il n'y a rien, c'est que ça change. Voilà. Oui, c'est justement euh, donc il y a toujours quelque chose, mais c'est changeant. Donc, oui, l'aspect. C'est là. Parce que sinon, après, c'est. Pardon. Il y a cet aspect-là de changement constant qui fait que les choses ne peuvent pas être solides. Et il y a aussi le fait que tout est composé. Hein, c'est ce a exprimé le Bouddha, hein, que rien n'est fait d'une seule pièce. Tout est une composition. Donc, à partir du moment où tout est composé, ça ne peut pas, ça n'existe pas d'une manière intrinsèque. C'est là où on dit aussi, il n'y a pas de nihilisme ni existentialisme. Oui. Oui. C'est justement cette union de la méthode et de la sagesse nous permet d'éviter de tomber justement c'est la voie médiane, justement, la voie médiane qui évite l'éternalisme et le nihilisme. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est tellement précieux, ça. Parce que personnellement, je tombe très facilement dans les concepts, hein, donc c'est chaque seconde. Donc, et c'est important pour moi, c'est vraiment tellement important de me souvenir de ça. Là. Et on remarque bien que quand il y a de la colère ou de l'énervement, de l'agacement même, ou de la frustration, quelles que soient les situations,
c'est il y a saisie, il y a jugement, il y a euh, une rigidité quelque peu, hein, et donc elle est due à ce manque de clarté, hein. Donc c'est tout ce que nous vivons au quotidien, on peut, si on se souvient, hein, de ces enseignements, ça, c'est tellement précieux, quoi. On peut se reprendre assez vite, en fait, hein, plutôt que de laisser les choses, l'engrenage se faire et partir dans une histoire qui va durer euh, des jours ou quelquefois des mois ou quelquefois des années, hein, quelquefois toute une vie. Donc, alors que si on suit ces enseignements, on a peut-être la possibilité en quelques secondes, hein, de lâcher, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment précieux. Oui. On parle de Dorje. Le Dorje, oui. C'est donc Le Dorje, là, composé de la cloche. oui. Et la cloche, en tibétain, c'est quoi? Dilbo. Dilbo. Yeah. Dilbo en tibétain. En sanskrit, c'est Ganta. Et Dorje, c'est tibétain ou sanskrit? Dorje, c'est tibétain. Dorje, Dilbo, Vajra, Ganta. Les Zoomers, nous allons bientôt finir. Si vous avez une question, c'est maintenant. Bonsoir Lama. Bonsoir, Ah, on me voit pas parce que j'ai pas mis la lumière. c'est pas grave, je t'entends. Euh, Lama, j'avais une petite question que je ne comprenais. Enfin, vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas bien compris. Vous avez dit donc quand par exemple on se détache du matériel, ce n'est pas pour après reconstruire dans le spirituel. Oui. Je n'ai pas très bien compris. Enfin, si vous pouviez un petit peu plus argumenter, s'il vous plaît. Euh, ouais, c'était simplement les questions euh, de reproduire, si tu veux, les Mhm. mêmes schémas émotionnels et cognitifs dans le monde spirituel. On a, et c'est une tendance qu'on peut avoir, tu vois. Donc, par exemple, notre attachement, notre euh, euh, ça se relie un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la générosité, Mhm. les vertus, tu vois, les paramitas, Mhm. que on- le moi est, au lieu d'être, de se diminuer avec le temps, il a pris une autre importance, tu vois. Moi, Mhm. le grand méditant, ou Oui, la c'est grande ça. plante, tu vois. Moi, je fais beaucoup d'offrandes. Mhm. Moi, je garde tous mes vœux. Tu vois, il y a toujours moyen. Moi, je médite super bien. Je suis très calme dans ma méditation. Au Ok, moins, ça, oui, je fais ça bien. c'est Il y a ça. toujours moyen. Tu vois, l'ego, voilà, c'est la Oui, c'est récupération. toujours l'ego. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, Ok. Donc, se détacher, bien sûr, mais ça, vous l'avez déjà dit, enfin, se détacher aussi mais et cette partie du texte nous invite à faire, c'est que justement à développer l'aspect vacuité Mhm. pour que justement on ne se tombe pas dans ce piège, tu vois. Mhm. C'est, euh, parce que qui est-ce qui est là en train de faire une offrande? Qui est-ce qui est là en train de garder ses vœux? Qui est-ce qui est là en train d'être patiente? Tu vois, et c'est un peu remettre en question, quoi, être plus dans une situation de remise en question permanente et de Ça. démantèlement, si tu veux, Oui, ouais. déconstruction. On est Mhm. on est dans un processus de démolition, quoi, tu C'est vois. ça. La tour. Voilà, on Mais déconstruit c'est tout. une démolition joyeuse, quoi, hein. C'est pas,
On n'est pas dans un trip de justement de nihilisme. On est Non, dans non, la, non. tu vois, dans la joie de l'éveil. Enfin, c'est vers ça qu'on va, quoi. Mhm. Euh, on laisse passer la lumière, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, tout ce mur qu'on a construit nous bloque la lumière. Mhm. Donc, Ouais. démanteler, c'est faire venir la lumière, tu vois. C'est un peu ça, hein. Ouais. Mhm. Ok. Ouais, ça va. Merci. Merci, Lama. Ben, de rien. Bon, bon. Si vous dites, je comprends tout à fait, je crois comprendre tout à fait. Moi, je médite, moi, je fais ça, je fais bien, c'est l'ego. Que dire alors? Moi, je médite pas, je fais pas assez d'offrandes, C'est pareil, c'est pareil. pareil. C'est encore moi, c'est encore l'importance du moi. Donc, c'est pas important de ne pas méditer, c'est pas important de faire les offrandes. Non, non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est simple, c'est justement l'aspect de Cheer Up va permettre, euh, si tu veux, comme je disais tout à l'heure, le fait de développer euh, la non-saisie ou le non-soi, si tu veux, le non-soi, n'annule pas la beauté du geste, n'annule pas la vertu, hein. Au contraire, elle en fait quelque chose de très pur. Oui, je Tu comprends comprends? le sens de la vertu. Mhm. Mais quand on se rend compte, pas donc, qu'on n'est pas assez. Eh ben, faut changer ça. C'est tout, hein? La question, c'est quand on fait pas assez de dons, alors qu'est-ce que, tu vois, ben, faut revenir au niveau, quoi. Ça fait partie de l'accumulation de mérite, tu vois. Donc, revenir à la prière à cette branche-là, et l'accumulation de mérite, c'est les offrandes, les prosternations, voilà, hein. Donc, non, tout ça, c'est ça qui est super dans ces instructions. C'est que l'un n'annule pas l'autre. Il n'y a pas d'exclusion. C'est ça le problème qu'on a. C'est un bon exemple. Là, tu vois, c'est que les concepts séparent, les idées comme ça séparent et, euh, et excluent, font une exclusion. Hein? Et c'est pour ça qu'on a tellement de mal avec les paradoxes, hein. Alors qu'en fait, la réalité est un paradoxe constant. Mais nos concepts nous empêchent d'apprécier le paradoxe. Tu vois? Et créent exclus. Et ça peut être que comme ça ou comme ça. Et le fait est que ce n'est pas que, je me souviens de ça, de me dire, ouais, mais si c'est pas noir et si c'est pas blanc, alors c'est gris. Ben non, c'est pas ça. C'est qu'à ce moment-là, c'est toutes les couleurs du spectre, tu vois. C'est toutes les couleurs sont possibles. C'est la lumière, tu vois. Comme on voit là, dans les tankas, hein, la lumière est représentée par toutes les couleurs, en fait, hein. Donc c'est le prisme, hein. Et donc c'est voilà, c'est sortir de cette dualité, hein, pour faire pour avoir cette richesse de ce panel de possibles. Donc C'est c'est aussi que, si je peux être initiative chinois, on se le yin-yang. une Oui, c'est ça. Dans le yin-yang, il y a cette idée, oui, que là ils sont totalement ensemble. L'un n'est pas sans l'autre. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. Ah, Lama, j'ai encore une question. oui, dis-moi Oui, bonjour, bonsoir. bonjour, bonsoir Lama. C'était déjà, enfin, c'était de la fois précédente, c'était Yang Chup. Donc, Jiangsu, Yang, Jiangsu. Zhang Chup, je ne sais plus. Yeah, Jiangsu. Zhong, c'est ce qui est purifié. Oui, c'est Chup, ça. c'est la réelle connaissance, la sagesse de oui, l'incité, ou la connaissance des choses telles qu'elles sont. Est-ce que cela fait référence à la vacuité,
l'impermanence et l'interdépendance. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'incité? L'incité, c'est l'incité, c'est les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire la nature, la réalité, la nature même des choses. Tu vois, la nature essentielle des choses. Incité. Ça veut dire Et la vacuité? oui, c'est l'aspect ultime, si tu veux, la réalité Mhm. ultime, tu vois. Donc, c'est intéressant parce que le Jang, la purification, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est purifier les obscurations, hein, Oui. émotionnelles et cognitives pour arriver à la perfection, justement, qui est le Chub, hein, Mhm. l'accomplissement. Et l'accomplissement. Donc, c'est ça, en fait. En tant que bodhisattva, on a cette aspiration, hein, donc, de purifier justement tout ce qui est obscurci pour arriver à la réalisation ultime qui est justement la réalisation de l'incité, quoi, de la nature même des choses. OK. C'est ça, Donc, hein, le Jiangsu. tout peut être un exemple à ce moment-là. Je veux dire, l'incité, c'est tout. Tout, exactement, sans Tout ce qu'on exception. a autour de nous dans notre monde, c'est Et l'incité. nous, et nous-mêmes, notre esprit, d'abord. Ah ah. OK, merci d'abord. N'est-ce pas? J'y avais pas pensé. Voilà. Suchness en anglais. Suchness. Or thatness. C'est ta en sanskrit. Ta. C'est Ta. c'est là aussi qu'on dit qu'il y a rien à découvrir. Parce que Ah, c'est déjà là. c'est déjà là. C'est déjà, comme vous Ouais, avez dit, ouais, c'est ouais. quoi? Il n'y a rien à découvrir, tout est déjà là. C'est ça. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, on n'a qu'un esprit, en fait. C'est notre esprit, il est pur, tu vois, en essence. Mhm. Ah ouais. Ah, ah. Mais voilà, c'est un. Quand tu l'as dit, là, ça a un double sens, hein. Parce que tu as dit, je Oui, le vois là. c'est vrai, découvrir. Ouais, ouais, c'est joli. Ouais. Ouais. Ben voilà, on a un bon projet là, hein. Un bon plan. Et maman, quand on médite avec les panneaux, je Oui, suis espagnole, mais comme je suis habituée à méditer sur l'esprit, le oui. mantra, peut-être essayer de n'avoir pas à manger. Quand j'ai travaillé avec les cailloux, j'étais perdue. Un peu avec les cailloux. Dans l'expérience Mais de manger, là, la question, c'est, je dis pour eux, hein, c'est une question sur la méditation sur un caillou, hein, voilà, sur un galet ou un caillou. Ouais, donc oui, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le caillou qui est important, hein. C'est pas, c'est juste une méthode, un moyen pour poser l'esprit. Donc on pose le regard, puisque notre regard, il est, en fait, c'est la porte, hein, la porte vers la distraction, c'est la porte vers l'agitation, hein, c'est la porte vers, tu vois, toutes les pensées multiples, hein, les yeux, hein, la vision, hein. Donc déjà de calmer l'esprit par la vision, par les yeux. Donc et de garder les yeux au même endroit, tu vois, focaliser sur un point en fait, hein. Donc et, euh, mais tu ne fixes pas, hein. C'est juste un point de repère en fait, un point de focalisation pour éviter, tu vois, que l'esprit parte dans tous les sens. C'est une manière de calmer, hein, calmer l'esprit. C'est une méthode. Et oui, c'est, disons que c'est une manière aussi. Ça peut être utile, je trouve, dans la vie quotidienne aussi. Tu vois, quand tu es
dans la rue ou que tu es au travail ou que tu es occupé avec une chose ou une autre, de reprendre conscience de l'agitation en baissant le regard et en le gardant sur un point. Hein. Bon, euh, donc, pardon? Oui, ça peut aider parce que quand on est dans les respire, c'est aussi une expérience somatique. Et parfois, c'est bien de ne pas être dans l'espace. Oui, si la méditation sur le souffle crée aussi des mouvements, hein, crée des malaises, à ce moment-là, oui, ça peut aider à calmer les choses, puisque c'est extérieur à nous-mêmes. Donc, mais disons, c'est c'est un des premiers moyens, en fait, hein, pour rentrer en soi-même petit à petit. Hein. Donc, c'est considéré comme un aspect, tu vois, pour commencer à calmer l'esprit, à rentrer en soi-même. Donc, déjà, le caillou, le bois, et puis ensuite, ils disent de méditer sur une statue du Bouddha extérieure, et puis ensuite, cette lampe dans un miroir, et puis ensuite, une visualisation interne. Donc, c'est d'aller depuis ce qui est le plus externe vers l'interne. Et donc, c'est un processus d'intériorisation. Mais c'est pas mal des fois de retourner, voilà, on est libre, hein, et donc si une méthode nous convient à un certain moment, c'est bien aussi L'important, c'est de ne pas en faire plusieurs en même temps. Parce que là, du coup, on peut créer encore de la confusion. Mais se, 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 se concentrer sur une méthode à la fois, ça, c'est bien. J'ai remarqué des décorations. Là, c'est la pratique que l'on fait en ce moment. On est en train de faire un druptye enfin un rituel à Padmasambhava, un cours Rinpoche. On finit demain matin. Comment? Demain. Demain midi. Voilà. Par rapport au miroir Oui. et avec la bougie, Oui. je n'ai pas tout à fait compris. Le miroir, il est sur le côté. Non, la bougie. Ah, la Le bougie miroir sur le est là. côté et le miroir est là. Oui. Mais pas un grand miroir, hein. Pas un petit but. Non, un petit. Hein. Un petit miroir. Voilà. La bougie. Comme ça, oui, parce que si on commence à se voir, on va se dire, oh ouais, je suis mal coiffée ce matin. Hein? On voit la bougie. Oui, oui. Si tu mets dans l'axe, il y a juste au-dessus de l'épaule, là, ça, c'est moi, c'est possible. Que c'est pas moi, hein, c'est dans les pratiques du Mahamudra. Hein, Mais voilà, Mhm. c'est quoi? C'est faisable. C'est faisable. Essaye voir, tu verras. Non, c'est juste un petit miroir comme ça, tout petit. Juste que tu vois la bougie dans le miroir. Sur l'épaule. Ça a bougé alors. Ok. C'est pas les cheveux longs. Oui, ici, là, il faut mettre sur un petit stand ou quelque chose, quoi. Oui, faut du matériel. Voilà. Bah, écoutez, on va dédier la pratique, enfin l'enseignement. O sanam deye tamshi zipane, tonne pe tanam panchene, chegana chibala dupaye, shipet sele towa,
Towaresho.